Je garde de Melville sa voix, une voix absolument extraordinaire quand il me téléphonait et tout, mais c'était vraiment un plaisir de l'entendre, cette voix chaude, cette voix vraiment d'un timbre, vraiment d'une beauté extraordinaire. Je garde son regard, hein, son regard un peu amuseur comme ça, avec un faux cynisme. C'était un homme qui aimait bien provoquer, qui était un pince sans rire, comme on dit. Ça veut dire il est capable de dire des atrocités avec un air très sérieux. Quand il était, c'était de l'humour chez lui. C'était un personnage, c'était un seigneur aussi, un grand seigneur. Ça existe très peu. Avec quelqu'un d'autre, j'avais fait un entretien avec Melville sur le samouraï. Ça, c'est la première fois que j'ai parlé avec Melville, que j'ai rencontré, etc. Le studio de la rue Genève venait de brûler. Donc c'était après ces graves problèmes. Ça s'est très bien passé, mais c'était un simple entretien comme ça. Jusqu'au jour où j'ai eu une commande d'un éditeur anglais, parce qu'à l'époque, j'étais le correspondant à Paris de Sight and Sound. Et Sight and Sound avait des livres de cinéma, c'était la collection, la série Cinema One. Et on m'a proposé de faire un livre-entretien, c'était en début 68, un livre-entretien avec François Truffaut. J'étais très content, pour moi c'était vraiment quelque chose de formidable. Je contacte Truffaut, que je connaissais, que j'avais croisé plusieurs fois à la Cinémathèque, avec qui, disons, j'avais des rapports plus faciles qu'avec Melville, qui était un personnage très impressionnant. Surtout quand on est jeune comme ça, on regarde ce type avec son chapeau et tout, on est vraiment impressionné par cette figure comme ça, imposante. Et Truffaut, c'était autre chose, c'était quelqu'un qui était assis à côté de nous à la Cinémathèque, qui voyait des films comme nous. Donc je dis oui, je contacte Truffaut, ça tombe sur mai 68, donc il me reçoit seulement après mai 68, et je vais chez lui pour faire le premier entretien de ce livre. Et l'entretien, on commence, et c'est ça très difficile, la communication ne passe pas très bien, le dialogue ne s'instaure pas d'une façon très forte. C'était vraiment quelque chose, c'est une des rares fois où je me sentis vraiment mal dans ma vie. Bon, on a dit, il faut préparer mieux ça, ça va pas. À la fin, on s'était rendu compte que c'était pas ça. Et je sors complètement désespéré. Et c'est là que j'ai eu l'idée, c'est ma femme qui m'a donné l'idée, elle dit, tu as eu un très bon contact avec Melville, tu aimes ses films, pourquoi tu ne le téléphones pas et tu n'essayes pas de faire le film, un livre avec lui? C'est ce que j'ai fait. D'abord, je demande l'autorisation à Londres, qui me donne tout de suite l'autorisation. Je dis, très bien, ce que nous voulons, nous, c'est un bon livre. Si tu sens mieux Melville, tu te sens mieux en discutant avec Melville qu'avec Truffaut, fais Melville. Et qui m'a dit ça? C'était un des directeurs de la collection, c'était Tom Milne, et je profite pour lui rendre hommage, parce qu'un de ses projets les plus chers, c'était de faire un livre-entretien avec Melville. Mais, en tant que directeur de la collection, il me l'a donné, cette possibilité. Parce qu'il a pensé d'abord collection plutôt qu'à lui. Donc, ça fait partie de la famille de ceux qui mettent leur vie professionnelle au-dessus de leur vie privée ou de leur truc. Melville était comme ça, Tom Milne était comme ça, moi je suis comme ça. Et en effet, je contacte Melville, je vais le voir, on décide de faire des entretiens film par film, et ça se passe admirablement bien. C'est-à-dire, c'était formidable d'un tas de façons, parce qu'au même temps que je faisais le livre, il m'a appris un tas de choses essentielles sur la vie et sur la façon de se comporter devant la vie. C'est-à-dire qu'il a contribué à mon éducation de jeune homme. Il faut dire qu'à l'époque, loin de là, ça aurait été ridicule. Je n'avais pas de chapeau. Hein. C'est-à-dire d'abord j'avais tous mes cheveux, et après j'ai pas de chapeau. Et le chapeau, ça m'est venu plus tard parce que... mais ça n'a rien à voir avec Melville. Ça, c'est une chose que je tiens toujours à dire. J'utilise le chapeau. Ça a à voir avec l'Amérique, oui, mais pas avec Melville. Et d'ailleurs, je pense que Melville, c'était la même chose. Disons que ce que nous alliait entre nous, Melville et moi, c'était le même amour de l'Amérique et le même respect du cinéma. C'est des choses fondamentales. C'est pas important d'aimer les mêmes films, mais c'est important d'avoir le même respect pour cet art que pour nous a changé notre vie, a fait tout ce que nous sommes aujourd'hui. Et j'ai ce respect pour le cinéma extraordinaire. J'aime beaucoup le cinéma américain et bien sûr cet amour de l'Amérique, d'une Amérique qui n'existe plus,
qui est une Amérique idéalisée, qui est une Amérique vraiment que nous avons portée jusqu'à ce qu'elle a de plus beau, en oubliant parfois ses défauts. Et Melville définissait très bien, l'Amérique c'est le sublime et l'abominable. J'aime beaucoup cette définition. C'est entre l'Armée des Ombres et le Cercle Rouge, et pendant le Cercle Rouge, que le livre s'est vraiment fait, le plus gros du livre. Ça sera toujours, jusqu'à la fin des temps, le film se situe entre l'Armée des Ombres et un flic. Tandis que pour certaines générations, ça sera un très grand film, pour d'autres générations, ça sera un film moins important. Ça changera selon les goûts, les époques, etc. Mais là, chronologiquement, on peut le situer. Mais pour moi, c'est le début de la fin. D'ailleurs, Melville, il m'a 2-3 fois piqué un peu, avec un petit peu d'ironie, mais aussi de tristesse, en disant, je suis sûr que vous n'aimez pas beaucoup le Cercle Rouge. Parce que vous faites partie de ces intellectuels, ce que pour moi, c'était quand même pas une gentillesse de dire que j'étais un intellectuel, mais vous faites partie de ces intellectuels que dès le moment qu'un cinéaste a du succès, il ne vous intéresse plus. Donc, comme le Cercle Rouge, c'est un grand succès, c'est un des plus grands succès de cinéma français, hein, donc je suis sûr que votre côté intellectuel est plus fort que le reste, et que même si vous n'avez pas le courage de me le dire, hein, vous considérez que c'est moins important que les autres films. Il n'avait pas tout à fait tort. Mais il y a une chose sur laquelle ni lui ni moi nous avons compté, c'est sur le temps. Il est évident qu'aujourd'hui, quand on voit le Cercle Rouge, on s'aperçoit qu'il était même plus important que les gens qui le croyaient important à l'époque le pensaient. C'était vraiment un sorte de goût à outrance du perfectionnalisme, du classicisme. Parce qu'on ne peut renouveler qu'en restant classique, en respectant les formes du classique. C'est là qu'on peut faire des choses qui restent, qui sont durables, qui ne dépendent pas des modes. Il y a des gens, pour moi, Godard, c'est le plus grand chercheur. C'est un homme de laboratoire. Il a fait un tas de choses, il a inventé un tas de choses, comme les pionniers du cinéma. Et après, il y a d'autres qui ont consolidé ces inventions. Pas forcément Godard. Il y a d'autres qui, en partant des choses que Godard a créées, hein, en respectant des règles de travail, que c'est vraiment de ne rien laisser au hasard, de ne rien laisser passer, d'être d'une exigence totale, d'une grande rigueur. En utilisant ces méthodes-là, c'est là qu'on peut faire des choses qui sont durables et qui résistent au temps et aux rides du temps. Parce que le temps, c'est le seul juge valable. Hein? Et bien sûr, c'est toujours par référence à d'autres choses. C'est la fin d'une époque, c'est la fin aussi de la carrière de Melville, parce qu'après, il fait encore un film, un flic, dont il y avait aussi des choses, alors là, il y avait plus de choses qui me déplaisaient dans un flic que des choses qui me plaisaient, mais que j'ai revu après 20 quelques années récemment, et que je trouve que c'est un très beau film. J'étais souvent sur le tournage de Cercle Rouge, où l'ambiance n'était pas tout à fait très bonne, mais pas tout à fait mauvaise, il y avait des conflits. Il est évident que ça n'allait pas du tout entre Jean-Marie Volonté et Melville, que quand j'arrivais au studio et que je rencontrais d'abord Volonté, qui était assis souvent par terre sur le trottoir en attendant et qui disait tu as une cigarette ou tu me donnes une cigarette, tu veux fumer, et je fumais une cigarette avec lui parce qu'à l'époque je fumais beaucoup. Et là, Melville, il était un peu distant toute la journée parce que j'étais avec Volonté. Et si d'abord j'ai rencontré Melville, c'était Volonté qui était distant. Donc, il fallait être un peu diplomate dans ces tournages-là. Avec Montand, Delon, Bourvil, c'était autre chose. Pour le Cercle Rouge, j'ai des souvenirs, mais des choses comme des flashs comme ça. Vu que j'étais très préoccupé par le livre, et que certainement il y a des choses auxquelles je n'ai pas prêté l'attention qu'elles méritaient. Je sais que j'aimais beaucoup faire de l'humour, que parfois l'humour était mal placé. Je me souviens très bien quand il y a eu les casses, qu'on a tourné les casses chez ces grands joailliers à Place Vendôme
à Paris, j'arrive comme ça, je croyais que j'étais drôle, et j'ai failli que la police me tombe dessus, tout ça a failli faire un truc. J'ai dit, c'est ici le casse. Alors là, je vois les vendeurs avec tous les diamants et tout, qui regardent comme ça, qu'il y avait un qui déjà allait appuyer sur un bouton, c'est dire, mais c'était l'horreur. Et moi, j'ai arrêté tout de suite de plaisanter, c'était pas drôle non plus. Mais après, c'est dire, ce que je me souviens par rapport au tournage, c'était la précision de Melville dans des petits détails. C'est drôle, c'est la première fois que je pense à ça. Quelqu'un m'avait expliqué le travail de Trauner dans Irma la Douce, que je croyais, quand j'ai vu le film, j'ai reconnu même des filles, des prostituées au Hall à Paris. Et après, j'ai appris que le film était entièrement tourné aux États-Unis, dans un studio, et que seulement il y a une scène quand Jacques Lemmon sort de l'eau, que ça a été tourné à Paris. Et j'avais reconnu même des endroits, tout. Et on m'a dit, c'est extraordinaire. Trauner, il a été à Paris, il a acheté une petite corde, des petites choses. Il a amené dans une valise 3 ou 4 choses. Et c'est ces 3 ou 4 choses insignifiantes que nous, on ne serait pas rendu compte, qui donnent toute la véracité à son décor. Eh bien, Melville me donnait cette même impression dans le tournage. Il arrivait, par exemple, avant de commencer le tournage, il allait vers Delon, il faisait seulement ça. C'était rien du tout. Une petite touche. Et il prêtait beaucoup d'importance l'accoutrement, les vêtements, la façon comme les gens étaient. Et par exemple, arrivaient comme ça, à montant, à volonté. Alors là, ça se passait tellement, Monté ne supportait pas ça. Il pensait que Melville était là pour s'amuser. Il dit, mais je m'en fous, moi je suis un acteur, je ne tiens pas à tenir compte de mon... Et je dis, mais j'ai fait ça, il disait à Melville, mais je fais ça pour votre bien. Vous ne voyez pas Delon, vous ne voyez pas Montant, comme ils sont bien. Vous voulez paraître à côté d'eux, paraître quoi? C'est pour que vous soyez bien, c'est pour que je suis en train de vous valoriser, pas en train de vous embêter ou de vous dévaloriser. Il ne comprenait pas. Mais, 20 ans plus tard, Melville était déjà mort depuis longtemps, je retrouve Volonté, qui m'a tout de suite reconnu. Bon, on avait passé tellement de moments sur le tournage et tout, à Genève, juste avant qu'il gagne le prix à Cannes pour la mort de Mario Ricci. Et il me dit, mais c'était un grand metteur en scène. Je n'avais pas compris à l'époque, mais il avait raison. Mais c'est vrai que c'était très difficile pour moi d'accepter son autorité pendant le tournage. Parce que Volonté, le problème, c'est vrai, c'était pour un gauchiste, pour un homme qui était dans toutes les révolutions. Il ne pensait qu'à une chose, il avait un jour de congé, c'était d'aller en Italie manger du spaghetti en Italie, de mettre les pieds sur terre italienne. Alors, plus nationaliste que ça, mais c'est dire ça, c'est des choses qu'on attribue d'habitude à l'extrême droite, pas à l'extrême gauche. Il était, dans toutes les choses, c'était comme ça. Par exemple, il me disait, moi, pendant le tournage du Cercle Rouge, je dis, moi, je ne suis pas comme, moi, j'ai horreur, je ne suis pas une star. Moi, je n'ai rien à voir avec Star System. Ça, c'est pour les Américains. Moi, je suis... ce qui m'intéresse, c'est le rôle, c'est d'être moi-même, de jouer avec des gens, des films politiquement engagés, etc. Et après, je dis, il te filme, ah non, je ne le fais pas parce qu'il ne me paye pas assez. Donc, c'est-à-dire qu'il y avait une contradiction. D'un côté, ça n'intéressait pas l'argent. D'un autre côté, il discutait le problème du statut de star qu'il avait. Donc, il n'acceptait pas. Là, il y avait un côté que Jean-Luc Godard a aussi, hein, cette sorte de contradiction permanente, hein, entre son vrai statut et le statut qu'il aimerait avoir. Pendant le tournage Cercle Rouge, la scène qui s'est prêtée au plus grand nombre d'anecdotes, c'était la scène avec les danseuses. Hein, c'est des danseuses, c'est des professionnels de Paris. Et quand elles sont arrivées pour filmer cette séquence, dans le cabaret tenu par François Perrier, elles étaient d'une beauté, mais à tomber par terre. C'était une plus belle que l'autre. Elles étaient habillées avec les costumes qu'on voit sur le film et tout. Et c'était très drôle, parce qu'il y avait la réaction d'abord, il y avait la réaction de Montant, qui était là comme ça, très discret. Et toutes les filles disaient, ah Yves, comment ça va? Et lui, il était très gêné, mais elle les connaissait toutes les connaissait, toutes.
Il connaissait d'une façon que laissait croire qu'elle c'est intime, parce qu'elle venait faire la bise et tout. Et lui, il voulait donner l'image de l'acteur très sérieux qu'on ne connaissait pas. Et c'était extraordinaire, c'était un moment impayable, vraiment. Surtout pour mon temps, que tenait beaucoup à son apparence. L'autre, c'était Delon, que bien sûr, il y a une des filles, que c'était une de ses préférées, une noire très très belle, qui est partie avec lui dans le truc. Et Delon a disparu pour une partie de l'après-midi. On l'a plus vu avec la fille, disparue, jusqu'au moment où il y a eu les rushs de la journée et que Melville dit mais où est Monsieur Delon, où est Monsieur Delon? Il a Bourvil qui était dans un coin. Il a dit simplement Monsieur Delon, il broie du noir. C'était tout comme ça, c'était marrant pour voir ça parce que il y avait c'était vraiment il y avait ce qui m'a frappé, il y avait vraiment l'entourage Bourvil, qui était surtout les techniciens. C'était un homme simple, qui aimait beaucoup son jardin, qui aimait beaucoup les roses, planter des roses, des plantes, des fleurs, des trucs, et qui était en train de parler comment il fallait arroser, comment il fallait préparer, comment il fallait bâcher la terre, etc. C'est-à-dire, c'était ça que l'intéressait. Le côté cinéma avec les paillettes et tout ça, ça ne l'intéressait pas du tout. Il y avait Delon qui était la star truc, et ça n'allait pas non plus entre Volonté et Delon. D'après Melville, ce qu'il m'avait dit à l'époque, c'est que Volonté avait une histoire avec Mireille d'Arc avant Delon et que c'était Volonté qui n'était pas content vis-à-vis de Delon. Bon. Et après, c'était très compartimenté comme tournage. Comme Melville écrivait pour les acteurs, parce que c'est vrai que le Cercle Rouge, le commissaire Mattei, c'était un rôle qui était destiné à Lino Ventura. Hein? Le Gianmaria Volonté, il était destiné à quelqu'un d'autre, je ne me souviens pas maintenant, mais Paul Maurice devait faire Yves Montand. Et donc, il y avait vraiment c'était qui pour le truc? C'était Belmondo. Voilà, je me souviens maintenant. Le rôle de Volonté, c'était fait pour Belmondo. Mais Melville n'a jamais pardonné. Pardonner, ça veut dire... il a toujours regretté plutôt que pardonné. Il a toujours regretté que Borsalino a été fait. Parce qu'un jour, il avait dit qu'il aimerait mettre les deux ensemble. Qu'il était fâché un peu. Et on lui avait dit, mais je pense qu'on n'aurait jamais accepté. Et je crois qu'il avait dit ça à Delon. Et Delon est allé à régler le problème, a réussi à faire le film, mais avec Jacques Deray. Et lui, si le Borsalino n'avait pas été fait, c'est le Cercle Rouge qui aurait été le premier, le film où Delon, superstar, et Belmondo, superstar, se seraient retrouvés. Hein? Mais comme il écrivait pour les acteurs, ça veut dire que les acteurs disaient les phrases exactes parce qu'ils savaient très bien. Melville, son problème, c'est pour ça qu'il y a peu de femmes dans ses films auxquelles jouent des rôles secondaires. C'est pas parce qu'il n'aimait pas les femmes, il aimait beaucoup les femmes, mais il savait pas écrire pour les femmes. Les femmes, c'était des martiennes pour lui. Il savait pas. Alors, il avait du mal à mettre des dialogues. Alors, je sais que des fois, il travaillait avec un collaborateur à lui, qui s'appelait Léo Fortel, qui est toujours vivant. Et Léo Fortel jouait la femme quand il répétait des scènes. Il y avait des dialogues. Ça n'allait pas. Ça sonnait faux. Alors, plus ça sonnait faux, plus il diminuait le rôle de la femme dans les films. Hein? Ou alors, bien sûr, la femme en tant que l'amie fidèle, la grande sœur. Ça, d'accord, ça c'était autre chose. Celle sur qui on peut s'appuyer. Mais pour une histoire d'amour fou, c'était pas son monde. Et il préférait ne pas parler de ce qu'il connaissait mal. Pour la photo du film, là, c'est-à-dire, il a travaillé avec son premier collaborateur. C'est ce qu'il disait dans le livre. Premier, non seulement parce qu'il a été le premier, c'était Henri Deca.
hein, qui a été l'homme avec qui il a fait les premiers films, qui a fait le Silence de la mer. Ils ont travaillé, mais les premiers aussi parce que c'était la personne qui a été le plus proche de lui. Ils ont vécu des moments extraordinaires ensemble, ils ont créé ensemble, ils ont inventé ensemble, ils ont vécu cette aventure du renouveau du cinéma français, de la création, de la naissance de la nouvelle vague, ensemble. Donc, si on dit demain qui sont les pères de la nouvelle vague, on pourrait dire Jean-Pierre Melville, réalisateur, Henri Deca, cameraman. C'est eux qui ont tout changé dans le monde du cinéma français. Et donc, il était très déçu. Ça n'allait pas du tout bien pendant le Cercle Rouge. Il était devenu un personnage reconnu, je peux dire, très célèbre dans le cinéma français et ailleurs, parce qu'il a tourné même avec des cinéastes. Chaque fois qu'un cinéaste étranger venait à Paris, c'est un des chefs opérateurs qu'il allait chercher. C'était Henri Deca. Mais pour lui, c'était un vieux monsieur fatigué, chose que Melville n'était pas. Et ce qui regrettait le plus dans l'équipe technique, les anciens qu'il a repris parce qu'il était fidèle à ses collaborateurs, c'est qu'ils étaient devenus tous pratiquement de vieux monsieur fatigués. Il est évident que les buts, un des buts qu'a toujours eu Melville, comme beaucoup d'autres cinéastes, hein, même si Chabrol dit que c'est une connerie, mais c'est vrai que beaucoup de cinéastes ont voulu faire ça, c'est un film en noir et blanc en couleur. Et Melville, c'était différent, parce qu'il explique très bien ça. Il voulait un film les couleurs soient très, très, très dissoutes, comment dire, très floues. Hein? Il y a seulement un ou deux éléments où la couleur serait un petit peu accentuée et que c'est par ces un ou deux éléments qu'on verrait qu'il s'agit d'un film en couleur. Donc il y avait vraiment une volonté de travailler la couleur. Mais pour ça, il faudrait un chef opérateur qui veuille prendre des risques, veuille aller. Et ça, en choisissant des gens de sa génération, il n'est pas tombé sur les bons éléments. Mais j'ai eu toujours l'impression, dans le tournage de Melville, que tout était préparé d'avance. Beaucoup de choses. Au niveau de l'éclairage, au niveau des séquences, tout. Et Melville était là, un peu comme un cinéaste américain. Hein. Je pense que lui, il allait sur la salle de montage, contrairement à John Ford, qui n'a jamais mis les pieds dans la salle de montage. Mais il savait exactement ce qu'il avait. Hein, ce qu'il aurait eu à l'image et ce qu'il fallait garder ou pas garder. Après, s'il allait voir, c'était le montage qui pour lui c'était très important pour Melville. Il disait toujours c'est la respiration d'un film. C'est l'élément le plus important. Ce qui pour lui il était le plus ennuyeux, c'était le tournage. Comme pour Hitchcock d'ailleurs. Hitchcock disait vraiment le tournage c'est quelque chose que m'ennuie. Pour moi le film il est déjà fait, il est dans ma tête. Et sur le papier parce qu'il faisait beaucoup de dessins. Alors, quand je dois aller au tournage et tout, c'est ça. Et pour Melville, c'était exactement la même chose. C'est pour ça que je dis, Melville était un grand cinéaste américain égaré en France. Ce qui a joué un mauvais tour dans Melville, et parce qu'il était pris dans un engrenage, il rêvait, comme beaucoup d'autres, de repartir à zéro, en tournant un film en 16 mm, noir et blanc, sans moyens, avec des acteurs inconnus. Au fond, il aurait rêvé, mais c'était un rêve d'enfant qui n'était plus réalisable, de recommencer, de partir à zéro, repartir à zéro. Hein? Parce qu'il savait que dans ce système dans où il était arrivé au top. Et le Cercle Rouge était vraiment, il avait eu aussi, lui, hein, un grand succès commercial. Donc artistique et commercial. Donc il voulait faire mieux la fois suivante. Et c'est pour ça que l'échec commercial d'un flic, où il y a dans un flic, parmi les plus belles choses qu'il a faites, l'ouverture d'un flic, c'est ce qu'il a fait de plus beau. Il y a aussi des choses qui sont un peu ratées. Hein. Ça l'a fait peur et c'est pour ça qu'il avait des difficultés à continuer. Et je pense que c'est parfois, quand on arrête ou quand on meurt, c'est parce qu'il y a quelque chose parce qu'est arrivé le moment, c'est le moment juste. Je ne dis pas ça parce qu'il était très jeune pour mourir, Melville, mais je pense que c'est dans l'impossibilité de ne pas savoir où aller, dans quelle direction aller, pour aller plus loin, pour faire mieux que le Cercle Rouge. Au fond, qu'est-ce qu'il voulait faire? Un film qui soit plus fort artistiquement que le Cercle Rouge et qui soit plus important commercialement que le Cercle Rouge. Donc il était tombé dans un... Après, il aurait fallu faire encore plus, jusqu'à l'infarctus, jusqu'à la mort.
Et bon, c'est passé. C'est pour ça qu'à la fin, je sais, il y a quelqu'un qui lui a dit, quand il préparait le film qui a fait Labro après, avec Yves Montand et Catherine Ross, qui était Melville au départ qui devait le tourner. Je ne sais pas si c'est le même scénario ou pas, mais c'était Melville qui devait faire un film avec Montand et Catherine Ross. Et c'est Labro, il y a quelqu'un à Paris, dans la librairie de cinéma, qui a demandé à Melville, mais il y a un flic. Je dis, un flic, c'est quoi un flic? Je dis, votre film, j'ai jamais fait un film qui s'appelle Un flic. C'est pas moi. Non, 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 c'est pas moi. Avec un sourire, bien sûr, il rigolait. Mais ça veut dire quelque chose aussi. Ce qui est dommage pour Melville, c'est que s'il devait mourir jeune, il aurait fallu qu'il meure après le Cercle Rouge. Ou alors qu'il puisse faire un autre film, un 14e, que ce soit vraiment la somme de tous ces films, que ce soit le Fanny Alexandre de Melville. Ça aurait été formidable. C'est ce qui est la chance de Bergman, c'est d'avoir fait un film qui, bon, et après il a fait d'autres choses, mais c'est ce qui reste, qui est le film qui réunit tout ce qu'il a fait et qui est vraiment le sommet de son œuvre. Et ça, pas tous les cinéastes ont la chance d'avoir cette rencontre avec le destin, avec leur destin.